Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes. Bienvenue au troisième grand rendez-vous économique et financier de l'année 2022. Une tradition, 1er janvier, c'est le ministre de l'économie et des finances, le grand architecte de la nation. Le 2 janvier, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Le 3 janvier, Pékin, pourquoi je vais me changer? Non, parce que quand il y a un nouveau ministre, un nouveau gouverneur, mais on ne pas qu'à changer le système. C'est que tu es une dictature alors. Mon cher, représentant du secteur privé pour nous donner un petit peu l'état de la situation. Si on va cap un pile problème là, et Pierre-Marie Boisson, que nous bienvenue et nous souhaitons encore au public à capter de nous là une bonne année encore, puisque nous en début d'année, c'est que l'économie a descendu net. Comment est là? En forme que c'est encore une fois, et son grand plaisir pour moi, je ne sais pas combien de temps je là encore, parce que il y a quand même des limites à, je dirais, à la santé de l'individu, mais c'est vraiment un plaisir pour moi d'être à ce micro-là. Il m'a profité pour moi vraiment souhaiter présenter tous mes vœux de paix, avant tout, de sérénité, de bonheur et de succès à tous les auditeurs et téléspectateurs et à Radio Métropole et à toi-même en particulier, Christian. Merci beaucoup. Vous faites un travail exceptionnel. Je crois que tu ne suis pas le premier à te féliciter. J'ai entendu les propos élogieux aussi tenus par le ministre des Finances dans son interview. Et le gouverneur certainement aussi. Donc, encore une fois, continuez comme ça. C'est une comme on dit, on limite quand même. Donc, nous avons peut-être longtemps à suivre l'économie haïtienne. Ce n'est pas souvent que nous voyons des périodes aussi difficiles. Nous rappelons le tremblement de terre, les picoutes sont un V que nous avons gagné. Mais nous rappelons que ça n'est pas capable de régler le coup d'État qui parle d'un embargo. Donc, c'est la deuxième fois que nous avons gagné une tendance aussi longue, plongée comme ça, récession, dépression économique. Les chiffres sont là. Donc, année ça, nous décide de commencer avec l'économie réelle là, on a fini avec l'international là, parce que le temps mandine que nous analyser ce qui a passé là, et que pour des gens qui ne sont pas acteurs économiques, mais beaucoup plus politiques, pour voir qui danger, sous qui peut descendre et nation qui est dans une situation extrêmement dangereuse. C'est ça que nous avons commencé, l'économie réelle du pays, troisième année consécutive, et avec moins 1,8%. Si nous faisons en moyenne 3 dernières années, en moyenne moins 2% par année. La croissance démographique 1,5%, il m'a fait moins 2% en moyenne de contraction. Ça, c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté, c'est la misère. Et c'est un cercle vicieux, ça, comment pour nous casser, pour nous retrouver, d'accord, la voie de la croissance économique. Bon, premièrement, je pense que c'est le moment pour moi de dire ça. Malheureusement, en général, moi, je n'ai pas de messages. Mais c'est vraiment été positif. Il m'a été positif, mais il y a des fois, il faut une vérité pour nous mettre une leçon du passé. Okay? Certainement, c'est facile à voir que l'économie haïtienne, qui est en 3 ans de récession, c'est dû essentiellement à une crise politique. C'est dû essentiellement à une situation où, malheureusement, les acteurs qui sont en conflit, nous mettent dans une situation où nous ne pouvons pas avoir de décision valable pour mettre l'économie sur une pente de croissance. C'est vrai. Par contre, l'économie, et c'est sur ça que je veux insister, l'économie 2021 a eu une performance pire, la pire des 3 années. Parce que l'on a calculé, là où on va pas analyser une performance économique, on a tendance à dire que le PIB a décru. Le PIB a décru, mais en même temps, le PIB des Haïtiens qui vivent à l'extérieur, lui-même a couru. Parce que nous avons exporté des hommes, comme disait les Latour, au lieu d'exporter des biens et des services, nous avons exporté des hommes. Ces hommes gagnent en moyenne 8 à 10 fois plus que leur famille ne gagne en Haïti. Donc, si on mesurait le PIB haïtien en incluant le PIB produit par ces gens-là, le PIB n'a fait que croître au cours des 3 dernières années. Et si je regarde les transferts de la diaspora, qui sont le reflet de cette migration-là, on a eu une forte croissance des transferts pendant ces 3 ans-là. Très forte croissance. L'année dernière, par exemple, on a eu 21% de croissance. L'année de croissance des transferts de la diaspora. Or, cette croissance des transferts de la diaspora, c'est ce qui représente le primum vivere, le moyen de subsistance de 60% de la population haïtienne. On a eu également 15% l'année dernière.
Et si tu remontes en arrière, où tu as peut-être 7% l'année précédente, mais avant ça, où tu as 18%, où tu as 16%, on a une forte croissance des transferts. Et ces transferts ont alimenté la consommation haïtienne, ont alimenté l'État haïtien parce qu'ils ont permis d'importer et ces importations sont taxées. Ce qui s'est passé en 2021 est plus grave que ça. Ces transferts n'ont pas bénéficié à leurs récipiendaires. Et leurs récipiendaires ont été les grands perdants d'une conjoncture qui les a amenés à gagner moins de gouttes pour leurs revenus en dollars, puisque ce sont eux qui rapportent la plus grosse source de revenus en dollars en Haïti. Or, ils ont, à cause de la macroéconomie, ils ont eu un taux de change qui a été de 15 à 20 gouttes plus bas que le taux du marché. Le taux du marché qui est le taux du marché libre. Et en ayant cette goutte à un taux plus bas, et en même temps, il y avait une inflation, puisque l'inflation a quand même été de 13% sur l'année, ces gens ont perdu 30-40% de leur pouvoir d'achat, dépendant de la période de l'année où nous nous situons. C'est 60% de la population. Ces 60% alimentent la demande pour toute une série de PME et de micro-entreprises qui leur vendent des biens et services. Donc, ces micro-entreprises, et je suis bien placé pour le savoir, étant président de la SOGESOL, ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires parce que ce sont leurs clients qui apportent ce chiffre d'affaires. Si leurs clients s'appauvrissent, elles s'appauvrissent. Je crois que cette redistribution de revenus, fort heureusement, a été corrigée en fin d'année par la Banque centrale, qui a permis au taux de remonter à la position à laquelle il aurait dû être depuis le début de l'année. C'est pourquoi, je viens de donner une interview à tes collègues sur ça, c'est pourquoi on a encore un taux de Sango. Le taux de Sango n'est pas encore arrivé à sa position d'équilibre, parce que le marché parallèle aujourd'hui s'exprime à peu près à 7 à 10 gouttes plus haut que ce taux-là. Mais c'est quand même une grande correction par une banque centrale dont je reconnais la sagesse, puisqu'elle s'est rendue compte que la situation était anormale. Et aujourd'hui, le marché est beaucoup plus normal. Les banques, par exemple, retournent sur le marché parce qu'elles peuvent finalement offrir des taux à des acteurs qui leur vendent des dollars, qui est plus rémunérateur. Donc, cet aspect-là, heureusement, est derrière nous, d'après moi, mais il faut qu'on en tire la leçon. Parce qu'on a appauvri une partie de la population, et cette partie de la population en a appauvri une autre. Et ceci, dans une économie démocratique, où l'opinion est libre, où les gens sont libres d'exprimer leur frustration, même quand elles ne l'expriment pas, ceci a un impact politique aussi. Ceci a un impact sur le mécontentement social. Je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas dire qu'il y a une relation économétrique entre les deux, mais les économies qui ont en général une répartition plus égale des richesses, où les revenus de la croissance sont partagés de façon plus équitable, en général sont les économies les plus calmes de la Terre. Prenez le cas des pays nordiques, prenez le cas de Barcelone, par exemple, dont j'adore parler. Et les coefficients Gini qui mesurent les inégalités sont les plus faibles dans ces. Donc, un coefficient Gini faible correspond à une économie plus égalitaire, où les revenus sont mieux répartis. Ces économies-là ont moins de mécontentement. Aujourd'hui, où se trouve le mécontentement croissant? Aux États-Unis. Vous comparez par exemple le Gini coefficient de la Barcelone, qui est un des plus faibles au monde, le 27, le Gini coefficient de la Norvège ou bien du Danemark, à celui des États-Unis qui est aujourd'hui proche de 0,50. Vous vous rendez compte qu'il y a un mécontentement grandissant aux États-Unis. Et ce n'est pas une question de couleur. Hein. Je ne parle pas des Noirs, je parle des Blancs. Donc, la répartition des revenus a beaucoup à voir avec le vrai bien-être. Ce n'est pas la croissance. Vous pouvez avoir une croissance ou une décroissance, mais que vous ayez la majorité de la population qui n'en bénéficie pas. Maintenant, la croissance, quand même, permet de créer des emplois. Et une façon de combattre la violence et l'inégalité est de créer des emplois, d'employer les gens. Parce qu'un transfert, quand même, quand une famille reçoit un transfert, ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Parce que si elle travaille, probablement qu'elle ne recevra pas ce transfert. Donc ça veut dire que les jeunes de cette famille-là sont des gens oisifs. L'oisiveté est la mère de tous les vices, entraîne la délinquance juvénile et la matière première pour les gangs et l'insécurité. Donc, pour moi, la création d'emplois, c'est la première chose qu'un gouvernement devrait faire. Mais pour créer des emplois, il faut créer un environnement incitatif à des industries et à l'agriculture. Cet environnement, aujourd'hui en Haïti, fait d'insécurité, d'injustice et d'instabilité, d'incertitude et de tous les facteurs qui découragent l'investissement, n'est pas propice à la croissance. Maintenant,
je pense que nous avons l'opportunité, je suis très confiant que cette opportunité sera finalement, au moins partiellement saisie, qu'on ait une transition réussie. Si nous avons une transition réussie, ça veut dire que nous aurons l'occasion de revoir les règles du jeu, notamment dans la Constitution, parce que la Constitution a beaucoup de maladies. J'appelle ça des comorbidités. Et en revoyant cette Constitution et en faisant des élections, en ayant un gouvernement accepté par les acteurs sociaux, nous avons l'occasion de redémarrer. Et là, l'avenir nous appartient. Parce que ce pays-là, qui s'appauvrit aujourd'hui, c'est aussi un pays qui est à 1200 km de la nation qui représente le quart de l'économie mondiale. C'est un pays qui a l'une des meilleures musiques au monde, populaire en Afrique, populaire dans la Caraïbe. C'est un pays qui pourrait faire un malheur en termes de création d'emplois dans l'artisanat. Parce que le tourisme est acheteur de produits artisanaux. Nous avons un avantage comparatif dans tout ce qui est artistique. Tout le monde sait ça. Donc imaginez l'ironie, que j'ai probablement dit à ce micro déjà, la zone Caraïbe, qui est une des zones où fleurit le tourisme, achète ces objets d'art de l'Asie, des Philippines notamment. Mais ce n'est pas normal qu'Haïti soit à quelques centaines de kilomètres de la Jamaïque ou de Barbade et que ces pays achètent leurs objets d'art autre part qu'en Haïti. Mais en dehors d'exporter ces objets, si nous relancions le tourisme en Haïti, qui a des avantages comparatifs énormes, nous avons même 150 km de plage, nous avons une topographie magnifique qu'on peut comparer avec les Alpes, nous pourrions faire énormément de tourisme en Haïti. Et ce tourisme créerait la demande pour l'artisanat, créerait la demande pour la musique, créerait la demande pour notre excellence. C'est toutes les opportunités. Maintenant, on essaie de garder dans le concret. Le cycle, le concret à ça qui se passe là. Parce que nous avons le cycle 2011-2021. Nous avons gardé Michel Martelly, 2011-2016, 2016-2021. Bon, président, pas grand fin mandat là, mais son cycle qui finit quand même, qui fait main. Et on profite de présenter quand même un compliment pour IHSI qui font travail, ça c'est intéressant parce que moi, avant, en général, nous comptons une feuille simplement pour analyser le PIB, un travail extraordinaire avec les comptes économiques en 2021. Et qui est capable de permettre pour ça, projection à faire là, on regarde ça tout passé pendant 5 dernières années, choc ça nous prend socio, politique et les résultats, la performance économique que nous vivons là. Pierre-Marie Boisson, sur 5 dernières années, les 3 secteurs, il y a 2 vraiment qui prennent des chocs énormes. Qui me parle du secteur primaire là, secteur secondaire là. Secteur primaire là qui est dominé par l'agriculture, secteur secondaire là par manufacture. Je prends le chiffre 2021, je compare à chiffre 2017 là, une contraction de 6,7% du secteur primaire. L'agriculture, 7% de contraction. Et nous rappelons, croissance démographique là, 1,5%. Donc, il y a parlé de 4,5 millions de monde, 4,6 millions de monde qui sont en situation d'urgence humanitaire. Donc, nous pas produit même assez manger pour eux-mêmes. Deuxièmement, le secteur secondaire qui contracté de 17,4%, qui a plus de valeur ajoutée que le secteur primaire là. Donc, là, nous regardons particulièrement le secteur de activité de fabrication, qui contracté de 7,8%. Pour construction, imaginez peut-être ça qui passe là-dessus de la rentrée là-dedans, là, une contraction de 40% en 5 ans. Et au besoin plus qu'aille. Yeah. Voilà des chiffres qui interpellent nous. On a parlé de concret. Le secteur tertiaire là, il a augmenté seulement de 0,7%. Donc on est très informel tout. Mais c'est pour vous dire, voilà des données Pierre-Marie Boisson qui supposé interpeller et sauve les faits, aller vers l'avenir, là, toute opportunité, ça, avantage comparatif que nous allons gagner, il faut regarder la réalité aujourd'hui. Ok. Écoute, premièrement, l'agriculture est un secteur qui a beaucoup de problèmes depuis 200 ans. Notre agriculture a été une agriculture de subsistance essentiellement, où il n'y avait pas de réinvestissement, il n'y avait pas de suffisamment d'infrastructures et de technologie pour que cette agriculture soit une force de croissance de l'économie marchande. Quand on parle de gens en situation précaire, on parle de gens qui s'auto-nourrissent. Or, l'agriculture perd de la productivité chaque année. Forcément, l'agriculture de subsistance, et en plus, avec la natalité maintenant élevée,
des zones rurales, l'agriculture n'arrive pas à nourrir ses enfants. L'agriculture de subsistance. Bon, et ceci n'est pas vrai seulement en Haïti. Et je dirais même que le mouvement d'urbanisation que l'on observe en Haïti actuellement, il a trait avec la paupérisation rurale, avec le fait qu'il y a beaucoup d'enfants, mais que ces enfants ne trouvent pas. D'ailleurs, il y a le morcellement et tout ça, les enfants ne trouvent pas à se nourrir. Mais l'urbanisation, naturellement, entraîne un déclin de l'agriculture comme contribution au PIB. Aujourd'hui, l'agriculture qui représente 18% en Haïti, le PIB agricole en République dominicaine est moins que ça. Ah oui, moins que 10%. Il est moins que 10%. Ah ouais? Donc c'est une tendance normale. Maintenant, il est moins que 10%, mais il est plus marchand qu'il ne l'était à certainement. Donc il y a une meilleure productivité, il y a moins de gens à travailler là, donc forcément moins de PIB par rapport, puisque le PIB, c'est la somme de valeur ajoutée, mais avec une agriculture plus riche. Donc, si je devais regarder aujourd'hui l'agriculture haïtienne, je dirais, bon, c'est pas là que je vais nécessairement croire qu'il va y avoir une croissance énorme de l'emploi. Il peut y avoir une modernisation de l'agriculture. On peut cibler les secteurs, et c'était le cas de le rapport de la commission de compétitivité dont on a souvent parlé, c'était de s'assurer que la productivité augmente, qu'on a de meilleurs choix de produits, qu'on les cible davantage vers les produits qui peuvent générer des rentes, par exemple à l'exportation. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, le mouvement en dehors de l'agriculture de subsistance vers les villes va continuer. D'accord? Excusez-moi. Il va continuer. Mais l'agriculture doit se moderniser. Et l'agriculture va bénéficier de la croissance des autres secteurs de l'économie. Puisque quand vous avez une industrie qui se développe, les gens doivent manger. Quand vous avez le tourisme crée plus d'emplois dans l'agriculture qu'il ne crée dans les hôtels. Donc, ça, c'est pour l'agriculture. Maintenant, c'est vrai que l'agriculture elle-même subit aussi le manque de compétitivité dû à des politiques publiques mal avisées, comme par exemple la politique monétaire, dans ce sens, qui surévalue la monnaie haïtienne alors que l'agriculture a besoin d'exporter. Je parle de l'agriculture marchande. Maintenant, ceci étant dit, l'industrie. Mais l'industrie elle-même, et c'est là que devrait se trouver le boom. Puisque les gens sortent des villes pour aller sortent des campagnes pour aller vers les villes. Mais pour avoir un boom dans l'industrie, vous ne pouvez pas avoir un boom dans l'industrie qui demande un boom dans l'investissement si vous avez une situation d'insécurité chronique, c'est-à-dire que où vous avez des conflits, vous avez des gangs qui fleurissent, vous n'avez pas d'entente au sommet, un système judiciaire qui ne fonctionne pas. Nous devons refaire pas le climat d'investissement seulement, le enabling environment, c'est-à-dire nous devons refaire le paquet d'incitations qui va générer de l'investissement dans l'industrie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plein d'opportunités pour ça. Haïti aujourd'hui écoutez, le nombre de kilowatts qu'on produit est très, très éloquent. Nous produisons en général en Haïti quelque chose comme 100 kilowatts par habitant par année. La République dominicaine en produit 1600. Barbade en produit 1800. C'est-à-dire que vous avez... C'est-à-dire, il faut absolument se réveiller et conduire cette économie vers une économie incitative qui attire de l'investissement pour que l'industrie fleurisse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant au niveau des services? Donc l'industrie, ça ne m'étonne pas. Ça fait 30 ans que l'industrie est en déclin. Ça fait 30 ans que la production est en déclin. Ça a à voir avec notre refus comme société, comme nation, de créer des incitations pour attirer des gens pour venir investir dans ce pays, que ce soit des Haïtiens ou des étrangers. Et il ne faut pas se faire d'illusions dans un monde ouvert, dans un monde global. Si vous ne produisez pas un climat favorable à l'investissement va aller ailleurs. Comme je le disais dans une radio consoeur à toi, Kessler, si je suis un homme d'affaires international, c'est-à-dire que j'ai une entreprise internationale et je veux créer une unité dans un pays comme Haïti, mais je vais être attiré à le faire en République dominicaine parce que mon manager qui va venir investir, qui va venir analyser l'environnement, lui, il va me dire, bon, écoutez, moi, si vous voulez investir en Haïti, il n'y a pas de problème, mais moi, qu'est-ce que je vais faire la nuit? Comment vais-je envoyer mes enfants à l'école? Vous avez une situation aujourd'hui où des écoles ferment en Haïti et des écoles prestigieuses. Donc, il n'y a pas de miracle.
la création d'un investissement est un effort volontaire des autorités. Il faut créer les conditions pour que les gens viennent investir en Haïti. Et à ce moment, les opportunités nous sont ouvertes. Donc, moi, comment je vois Haïti dans le futur? Je vois Haïti, finalement, comme Schumpeter, il faut qu'on ait la destruction créatrice. Il faut qu'à partir de la crise, à un certain moment, on se réveille, comme l'a fait le Rwanda, et qu'on dise, mais en fait, pourquoi tout ça? On peut créer les conditions, on a les opportunités pour les créer en Haïti. Mais avec la crise politique qu'on a eue, c'est normal que le PIB décroît, c'est normal qu'on ait des inégalités et c'est normal qu'on ait de la violence. Vous suivez le grand rendez-vous économique et financier, la 3e édition pour cette année 2022. Pierre-Marie Boisson est invité et on discute de l'économie réelle haïtienne. Je rappelle que vous suivez le 3e grand rendez-vous économique et financier de l'année 2022. Notre invité Pierre-Marie Boisson. Nous avons aller sur l'économie réelle là, problème structurel que le pays a gagné, regarder qui choc que le pays apprend et sur l'aspect structurel là. Comme point important de souligner là, en général, les non-initiés et toujours penser que production c'est un retirer bagarre à la terre ou bien à transformer le fini, mais nous-mêmes en économie nous avons le total facteur productivité et nous toute notre variable on essaie de combiner autour. Vous êtes parlé de cas de management dans le manager parce que comme on a un environnement vraiment qui sait pour le produit tout. Donc ce concept de productivité est fondamental en quelque sorte. Donc aucun n'a mettre plus comme l'agriculture, ça va veut dire que le fait beaucoup plus. D'ailleurs, une variable pour entrer là, ou fait un produit, qu'on y a faut déplacer produit pour porter côté moun va l'acheter là. C'est pas côté produit là que moun va acheter là. Donc ça, supply chain, chaîne d'approvisionnement, c'est des chocs qui expliquent ça nous là comme variable. Insécurité là ça. Le fait que le couloir Matisse n'est pas fonctionnel là, ok, Sud pas capable de voir les produits. Ben nous-mêmes dans l'Ouest là, produits agricoles là, l'Ouest là lui-même bon garantie si mal regarder une série d'entreprises de manufacture qui gagnent aujourd'hui là, ou pour le chiffre d'affaires diminuer vers certaines zones, 4 départements ça en quelque sorte. Donc tout problème ça au pays, logistique, chaîne d'approvisionnement, insécurité, nous parlons de l'aspect politique là mais c'est comme si son machine nous va mettre l'huile là-dedans, moteur à craser et puis à les pays locaux. Et les coûts deviennent plus élevés. Parce que, on a tout ça en marge, mais lorsque les entreprises réussissent en Haïti, mais elles réussissent premièrement avec des coûts plus élevés. Parce que le manager quoi parler, il parle de moins cher pour l'alter en République dominicaine que pour l'alter en Haïti. Parce que c'est hardship en Haïti. Donc, on paye le plus cher, productivité l'affectée parce qu'il y a des fois le pas de travail. Et puis, le facteur capital maintenant, pas oublier ça, ou un capital tout. Mais ce que demande un investisseur pour investir dans un pays dépend du risque. Même activité à quoi on peut entreprendre aujourd'hui, ou on peut entreprendre en Haïti, ou on peut entreprendre aux États-Unis, ou après que le taux de rentabilité sur capital demandé par l'investisseur 2 fois plus élevé en Haïti qu'aux États-Unis. Donc ça veut dire que sous pas balle ça, il ne peut pas investir la carrière parce que le risque est plus élevé. Et tous les facteurs de la chaîne sont affectés par le risque. Par exemple, lorsqu'il y a une sécurité dans la ville, même quand dit ça, mais toutes ces machines qu'on a là, et où tu as gagné dans micro, ça, pas avec vous, mais avec ton collègue Wendell, où tu as gagné une émission très intéressante, qui t'a gagné Michel Souka, qui t'a gagné Michel Auriol, avec Evans Paul. Mais qui t'a dit ça tout. Mais ces machines, il faut payer. Sécurité que pas qu'à dans l'État. Mais ils ont payé des chefs de gang. Yep. Donc, on n'a pas d'investisseurs, même dans ces machines, ils viennent plus cher tout. Donc, les produits deviennent plus chers, moins accessibles à la population. Donc, tu réduis la quantité de biens et services pouvant être produits et pouvant être vendus à la population. Maintenant, pour retourner sur ce tableau de l'agriculture, en dehors de cet aspect général, maintenant sur l'aspect répartition géographique de l'activité économique en Haïti, un bon symptôme qu'on connaît très bien. 80% des dépôts du système bancaire se trouvent dans la zone métropolitaine. Ouais. Pour qui ça? Parce que l'activité économique est concentrée, PIB est concentré dans la zone métropolitaine. Or, zone métropolitaine, ça veut dire que nous n'avons pas que de demandeurs de biens agricoles pour manger. Mais bien agricole, ça a coûté au sortir, pas sur Port-au-Prince. Parce que ce n'est pas une zone agricole liée. Il y a des zones qui sont particulièrement concentrées dans le sud. Pas de la Grand'Est, qui est un grand producteur de produits agricoles, mais tu as également les Cailles. Tu as également le sud, ou qu'on zone là.
Mais pour produire ça, rentrer pour le prince, il faut passer mathématicien. Hein? Et la même chose arrive au une belle capitale touristique en Haïti, une belle zone touristique qui est les Acadés. Mais là, tu commences à avoir un problème là, mais qui est-ce qui a souffert? C'est hôtel, oui, mais hôtel, ça y est. Un hôtel qui a coûté Cameroun, tu n'as pas 600 personnes dans la zone. En plus de monde qui n'a pas acheté produits et services de eux. Donc, tu as toute une activité économique. Par exemple, moi-même, toujours dis ça. Si vous regardez les Acadiens, nous avons multiplié les zones par 5, par 6. Pourquoi est-ce qu'un hôtel comme des Cameroun pouvait avoir 90% d'occupation à une époque et qu'on n'a pas gagné 4 autres hôtels comme ça? Ça que tu as là. Pour gagner cluster ça, il faut qu'on ait une mobilité. Il faut qu'on ait sorti à l'aéroport pour rentrer dans l'hôtel là. Il faut qu'on ait sorti dans l'hôtel là pour aller visiter des lieux intéressants à visiter, dont des lieux dans le nord. Il faut traverser Pilbourg. Vous comprenez? Donc, il y a une réalité dans un pays comme Haïti qui est que, premièrement, faire des affaires est difficile. Et plus c'est difficile, plus c'est risqué, plus c'est coûteux. Et on doit tolérer, on doit encourager, promouvoir des gens qui veulent investir leur argent. Et en Haïti, c'est le contraire. Il y a une tendance séculaire en Haïti à avoir une certaine hostilité vis-à-vis des gens qui gagnent de l'argent. Tout le monde a fait comme ça veut dire que on ou suspecte. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Maintenant, il faut taxer on. Il faut demander rendre compte si le pas payer taxe, il faut qu'il ait même les contributions positives à l'économie. Donc ça c'est le rôle de l'État. Mais taxer mon n'a pas veut dire gagner une attitude hostile par rapport à lui. Il pas payer, ils font bail qui pas ça, ou bal pénalité, ou bal surcharge, tout ça vous voulez. Donc il y a une autre attitude à avoir, c'est une question de mindset. Et je peux dire que le tournant qu'a fait il y a 15 ans de ça, 15-20 ans de ça, 15 ans, le Rwanda a été dû à un changement de mindset, un changement d'attitude. Parfois, on a dit, mon cher, il y a la gouvernance publique, les politiques publiques. Oui, tout ça est là, oui. Mais premier bagage que l'investisseur ressent, c'est leur pas ou pas welcome, ou pas encourager l'investisseur. Parfois, ça ne peut même pas une question. Des fois, on dit Haïti est tous vers aux affaires et que nous avons donné des incitations fiscales. Ce n'est pas ça qui fait venir un investisseur. Oui, tu es en compétition avec d'autres pays, il faut une incitation pour que vous capable de faire concurrence avec la République dominicaine. Mais on va les mettre pied pour le faire concurrence avec vous. Il faut sentir que ou en ville vini. Aujourd'hui, en République dominicaine, on sent ça. On sent que le gouvernement dominicain encourage les gens à investir. Vous ne comprenez pas que les Haïtiens investissent en République dominicaine. C'est ironique. Donc, l'investissement, c'est le premier contributeur à la croissance. Puisque la croissance, le terme croissance veut dire croître la valeur ajoutée, croître l'activité économique. Mais pour croître, il faut dépenser davantage que l'année dernière. C'est ce qu'on appelle des dépenses autonomes. Deux types de dépenses autonomes vont faire croître une économie facilement. L'investissement public, l'investissement privé. Et l'investissement privé, contrairement à l'investissement public peut se faire parce que l'État veut qu'il se fasse, même s'il gaspille l'argent. L'investissement privé ne va pas se faire s'il y a une perception que je vais perdre mon argent. Donc c'est tout un paquet de politiques publiques qui doit m'encourager, mais le jeu encouragé, m'a investi. Donc, qui t'avait dit, l'aime prend chiffre 2017, on compare la chiffre 2021, on prend PIB, qu'on a analysé là, qui contracté de 5%, c'est tout facteur ça qui explique. Il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de dépenses additionnelles, il n'y a pas d'envie de dépenses. On détruit la richesse de 5% pendant les 5 dernières années dans le pays. Plus que ça. L'environnement n'est pas bon. Parce que tu parles de croissance. Mais tu ne parles pas de croissance par tête. Parce que la croissance par tête veut dire que pendant quoi décroître pendant 3 ans, la population lui-même continue à croître. C'est ça. Tu as 1,4%, 1,5% de croissance de la population chaque année. Au contraire, surtout la croissance a ralenti par rapport à il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que l'économie s'urbanise. Quand une économie s'urbanise, les gens font moins d'enfants. Ils font moins d'enfants par... Le taux de fertilité est beaucoup plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Tu vois? Donc les données sont claires. Et nous avons parlé avec le gouverneur dernièrement là, et ces chiffres parlent. Perte qu'a fait qu'on y a là, fuite de cerveau, fuite de capitaux, nous perdu plus que 200 millions de dollars américains que nous ne sommes pas accueillants. L'économie. Donc, écoute, le cadre... Comment stopper ça? Comment stopper ça? Il dit que
Nous arrivons dans quoi là, parce que son pote. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a stoppé. Hein. Je l'ai rappelé dans certaines interviews que j'ai faites. Il y a eu d'autres transitions que cette transition-là. Et qui se sont passées, il y a eu des transitions avec des phases de violence. Comme par exemple, ça a été le cas dans la transition de la tortue. Il y avait eu l'opération Bagdad. Mais nous avons suffisamment d'années derrière nous pour dire que l'opération Bagdad a duré 10 mois. Ça s'est arrêté en juillet. Il y a eu une élection qui a commencé en octobre de la même année. Et cette élection était pacifique. Il y avait des imperfections, il y avait des critiques, il y avait des contestations, tout ce que vous voulez. Mais l'élection qui a donné lieu à René Préval, qui a pris le pouvoir en mai 2006, c'est une élection qui a été pacifique. Sur le plan de la criminalité, sur le plan de banditisme. Et je peux dire, sans crainte de me tromper, que les 3 premières années de l'administration numéro 2, de Préval numéro 2, ont été des années relativement pacifiques et de croissance. On aurait voulu avoir plus de croissance. Mais écoute, de 2006 à 2009, nous restait le séisme de 2010, c'était une période relativement calme. Donc ça peut se faire. Maintenant, est-ce que ça peut se faire sans que l'État ne reprenne une certaine force au niveau du monopole de la violence? Non. Il est certain que quand on a atteint, c'est comme quand tu prends tu prends une maladie. Tu as le Covid, tu dois te soigner, il y a des remèdes très forts. Hein? Tu dois prendre des anticoagulants, tu dois prendre des stéroïdes pour soigner le malade. Mais une fois que tu as soigné le malade atteint de Covid, j'en sais long. Mais si ce malade-là recommence les mêmes pratiques qu'il avait avant, je ne dis pas qu'il va avoir le Covid, je dis qu'il va mourir, parce qu'on est très affaibli. Donc il faut se nourrir, il faut s'exercer. C'est la même chose pour une économie. Renforcer votre système de défense. Il faut commencer par une phase où l'État va rétablir l'autorité de l'État. Il va le faire parfois avec violence. Et une fois ceci rétabli, mais il faut que l'État donne le signal qu'il est déterminé à lutter contre la corruption, à lutter contre l'inertie, qui est pire que la corruption, et à mettre en place les leviers de croissance de l'économie qui passent par une bonne gouvernance fiscale, une bonne gouvernance publique, parce que c'est avec le fiscal qu'on va donner des moyens à la police, c'est pas vrai, d'opérer. Si vous avez, comme tu le dis, 96 milliards de gouttes de recettes et que vous avez 100 millions de gouttes de dépenses pour seulement payer les salaires ou autres, vous n'allez pas bien loin quand on sait que la plupart des professeurs en Haïti vous diront qu'ils ont besoin d'une augmentation très importante, les policiers également, etc. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut casser l'insécurité et il faut améliorer l'assiette fiscale de l'État, gérer les dépenses correctement et mettre en place des politiques indispensables à la croissance, comme par exemple l'électricité. On ne peut pas avoir la capitale, allons dire, des bourgeois de ce pays où il fait noir. Va dans n'importe quel pays d'Amérique latine, tu vas voir une chose importante. Et ce n'est pas seulement vrai d'Amérique latine, c'est vrai en Europe, c'est vrai partout. Chaque fois qu'une ville, où il fait noir dans une ville, on crée mon emploi. Pourquoi on crée mon emploi? La nuit crée énormément d'emplois dans les services. Parce que les gens ont le temps de s'amuser. Donc ils vont dans les bars, ils vont dans les hôtels, ils vont ceci. Et puis le tourisme se fait la nuit, très souvent. Mais pour fonctionner, il faut un éclairage. Pour combattre l'insécurité, il faut de l'éclairage. Il faut l'électricité. Mais pour faire marcher une usine aussi, qui va transformer les produits agricoles, il faut de l'électricité. Donc, voilà des leviers de croissance. Il faut réformer l'investissement dans le secteur électrique de ce pays, par exemple. Parlant d'électricité, je regarde la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation. 550... Seulement 3 milliards de gouttes. Écoutez, la production électrique, c'est 545 millions de kilowattheures. Une seule usine du pays. Nous sommes en kilowatts. Kilowattheures. 545 millions. Une seule usine produit 40% de cette production. Une seule usine. Et il n'y en a que vraiment 2 qui ont produit de façon significative cette année. 2 usines à travers le pays. Pélig et une usine privée. Donc, le secteur tertiaire,
le secteur transport, contraction de 52% en 5 ans. Les deux secteurs, je pourrais dire, qui ont affiché une certaine stabilité, information et communication, et télécommunication. Parce que là, les gangs ne peuvent pas arrêter la communication. Les femmes qu'on a, nous n'avons pas parlé tout. Ça, nous allons continuer. Et, bien sûr, activité financière et assurance, voilà qui plus ou moins montré une certaine stabilité au niveau... Et l'État? Oui, l'État, bien sûr, parce que... L'État est en croissance chaque année, hein, de toutes ces années-là. Ça peut arriver à travers la masse salariale, quand même. À travers le déficit budgétaire aussi. Ça nous permet de faire la transition vers maintenant l'aspect financier, l'économie. Vous te fait parler de ça tout à l'heure là, on a regardé des situations au niveau fiscal. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas un budget pour commencer l'exercice fiscal là. Le ministre des Finances qui était avant vous pour mettre un bon budget et d'ici mois de janvier, fin janvier. Mais un grand coup de chapeau quand même pour les autorités pour avoir pu courageusement éliminer la subvention sur le diesel. Donc, les 80% de cette subvention allait, à des gens nantis de la population, des gens qui ont des véhicules diesel, qui ont des génératrices chez eux, etc., et à la République dominicaine. Nous faisons un gros débat avec le ministre des Finances, là, très pédagogique pour nous comprendre ça nous dit là. Parce qu'il y a un grand écrivain qui a décrété que les économistes de droite ont applaudi l'augmentation du prix du carburant. Donc, en ce sens, comment pour la population comprendre vraiment? Écoute, qui s'est passé là? Comment pour la population comprendre? Moi, je vais expliquer de façon très simple. Nous avons une situation aujourd'hui à côté, nous avons subventionné un produit, mais nous n'avons pas pour nous subventionner. Parce que, pas oublier ce que je dis, ou dit plusieurs fois, où l'argent des taxes de l'État est à peine suffisant pour financer les salaires et les dépenses minimum de l'État haïtien. Qui ont État, qui n'a pas d'infrastructure même pour collecter les taxes. Je dis, si vous mettez en place une infrastructure fiscale pour faire tout le monde payer les taxes dans le pays, vous n'avez pas obligé d'investir en pile cobre, vous n'avez pas obligé d'employer en pile monde dans le DGI. Donc, vous n'avez pas même une infrastructure pour collecter les taxes. Malgré ça, vous n'avez pas de taxes pour faire autre chose que ça. Ça veut dire que si l'État veut faire une contribution à l'investissement, il va rien comme. Donc, à qui ça veut financer ces subventions? C'est avec le financement Banque centrale, qui de plus en plus la principale recette de l'État. Mais le financement Banque centrale, là, il crée good, pas vrai? Là, il crée good, ça le fait, il crée inflation. Nous connaissons ça. Mais ça veut dire que ça? Ça veut dire que les gens qui payent les subventions, c'est les gens qui subi l'inflation. C'est le transfert de pouvoir d'achat de gens qui a subi l'inflation à l'État. Parce que l'État dit que l'a fait 49 milliards de financement BRH plus 5 milliards de financement bancaire, fait 54 milliards cette année de financement. Qui ça veut dire? Ça veut dire que Goud n'a pas du force. Le Goud n'a pas du force, c'est le monde qui a Goud n'a pas du force. Force ça à côté de l'État, parce que l'État a dépensé comme là. Mais là, l'État a dépensé comme ça, c'est pour qui ça? En grande partie pour subventionner le gaz que nous soit. Mais et manger, c'est-à-dire que là, on perd de pouvoir d'achat. Mais 50% de pouvoir d'achat, c'est manger, marcher avec. Autrement dit, c'est du riz que manger qui vient plus cher, qui permet l'État d'agir sous prix à la pompe. Parce que le pas de corps pour le financer, prix à la pompe. Il n'y a pas de corps pour le bail subvention après la pompe. Donc c'est avec manger, avec du riz qui vient plus cher, avec l'huile qui vient plus cher, avec manioc. C'est avec comme ça, oui, que la finance ces subventions. Donc, où est la logique quand on sait que les transports eux-mêmes ne représentent que 14% du panier de la ménagère? Budget en famille, c'est 50% manger, 14% transport. On va permettre le transport de l'arrêter moins cher. On va permettre l'île moins cher, soit dit ça. Mais c'est du rime qui est plus cher. Donc, c'est même perdu. On fait 14 contre 50 là. Maintenant, bon, je suis avocat du diable, ça m'a dit. Mais attention, le pétrole là, c'est un produit stratégique, c'est un produit transversal. Et que lorsque je paye le transport plus cher, il va l'affecter le prix du riz quand même. Non.
Donc ça, il y a un débat ça. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai pour une simple et bonne raison. L'homme qui a même revenu à la main, ce n'est pas parce que le transport a piché que lui-même il va acheter le transport à piché. C'est-à-dire que, naturellement, le transport n'est pas un bon exemple dans ce sens parce que le transport lui-même, faut ou transport était tout. Mais ce que je veux te dire, si que on produit vin piché parce que le composante pétrole la donne, mais si on n'a pas plus de dans main, il ne peut pas acheter le piché. Donc, il y a quand même une pression à la baisse de prix produit ça. Autrement dit, dans la redistribution comme dans l'économie, ou pas capacité que dit bon, tout produit vin piché, donc je ne vais pas acheter tout produit piché. Non, est-ce que si vous venez pas piché, comment on va le faire? Vous comprenez? Ça, c'est une première explication. Donc, deuxièmement, on regarde un bail très simple. Pour avoir l'inflation que tu as, pour bailler vin piché, est-ce que c'est parce que vous avez une série de produits qui viennent piché, ou bien c'est parce que demande vient augmenter par rapport à l'offre qui fait goût de l'évaluer. Donc, les prix que tu as qui augmentent, ce n'est pas question de coût, non, ce n'est pas coût qui augmente, non, c'est que vous mettez plus de goût dans les gens. Disons que vous passez une année, au début de l'année, où j'étais 20 milliards dans l'économie. Mais si vous mettez 20 milliards de gouttes, mais les gens n'ont pas plus bien. Donc, chaque bien va le coûter plus cher. Donc, l'inflation est un phénomène dû à la création monétaire. Il n'est pas dû en question de coût de vin plus cher. Actuellement, si le coût de vin plus cher à l'étranger, on partit de l'inflation qui a plus cher vraiment, oui. Mais dans l'ensemble, lorsque l'État a dépensé plus, qu'on a créé plus de monnaie pour créer l'inflation, c'est le ça que moi j'ai vin plus cher, que tout bas vin plus cher. Ce n'est pas une question de coût. Et au parlons de ça, moi, je n'ai pas dit que pas de création monétaire, ça, pas de inflation. Mais, ou pas de plus inflation que si ou pas de gain augmentation du prix pétrole. Et d'ailleurs, je dis, c'est pas très simple. Si vous remontez à des années en arrière, comment le gaz là était subventionné, il n'était pas subventionné? Est-ce que ça veut dire pour ça que dans ces années-là, tu as plus. La vie était plus chère? C'est le contraire. Et que si tu remontes, bon, je dis que je ne sais pas exactement combien d'années il faut remonter à Vorder, mais moi-même, l'homme était jeune. Pas de question de subvention gaz, pas de question de l'État. C'est 3 compagnies qui ont commandé et tout le monde était OK. C'est-à-dire que la vie n'est pas plus chère que ça. Tu comprends? Donc, cette relation de cause à effet qu'on fait que le gaz n'a pas le vin plus cher, tout le bas n'a pas le vin plus cher, bon, ce n'est pas vrai, premièrement. Et deuxièmement, c'est le contraire. Il n'est pas le contraire. Si c'est ton transfert que tu as fait à travers le fiscal, c'est-à-dire que l'État qui a un cob, il veut sortir cob là dans mes euros pour le mettre dans mes pierres. Mais ça, c'est création monétaire qui vient faire prix monter. Et création monétaire, ça vient de subvention gaz là. Donc, c'est subvention gaz là qui fait prix monter, fait prix du riz à monter. Voilà, c'est un sujet que nous avons depuis 1er janvier, nous continuons encore parce que c'est très sensible et travail pédagogique, communication, pour nous bien comprendre, extrêmement important. Nous avons proposé dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique, c'est la période des grands rendez-vous économiques et financiers. En début d'année, 1er janvier, on avait le ministre de l'économie et des finances, le grand architecte de la nation Michel Patrick Boisvert, une émission disponible sur l'application de Radio Métropole et sur YouTube. Le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale, avec lequel nous avons une longue discussion également sur le système financier, tout ce qu'on a sur le taux de change. Et la 3e émission en général, c'est Pierre-Marie Boisson. Monsieur dit, il n'a pas changé parce que poste monsieur a. C'est pas une bagarre comme ministre des Finances qui fait du job. Donc, monsieur, vous fait du job jusqu'à présent. Surtout que Wendell rappelait que vous avez fait une prévision l'année dernière qui est bien tombée. Donc, on a fini avec ça, toute autre chose. C'est la dernière question que je me dépose l'année dernière. Et un autre point encore qui est très important sur l'affaire gasoline, pétrole, la cap pile problème carburant, c'est que lorsque vous prêtez comme alors on parle du système financement monétaire, mais on ne pas comprendre, on prêter comme pour acheter gasoline pour subventionner. Et ce n'est pas moi qui pourra le payer parce que à l'âge nous connaissons, c'est une garde d'espérance de vie de la population. Statistiquement, parce que comme c'est quarantaine d'espérance de vie. Mais les moins jeunes, on dit moins que 20 ans qu'on y a là,
l'on a prêté comme pour l'acheter gasoline, sont dettes liées pour l'État et dettes sont pour payer. Donc, c'est qui signifie que c'est très grave, ça a fait la jeunesse dans ce pays. Il est important. Pourquoi c'est analyse coût-bénéfice? Et c'est pour moi qui est facile. On ne va pas attendre que Mounio comprenne ça le dit, mais ça peut comprendre, moi avant, nous n'avons pas aucun intérêt. Lorsque le gaz la montée, au côté, bon garantie, moi avant, nous payons plus à la pompe. Mais, il faut nous reconnaître que il est capable de prendre moins de pression sur l'autre variable qui posée. Donc, c'est ça que fait que je me un exemple bien déterminé. 70% des véhicules et 90% des entreprises qui ont utilisé carburant dans le pays, ils sont concentrés dans des espaces bien déterminés, dans des espaces urbains. Exact. Et si nous regardons les gens qui sont dans le milieu rural, qui, je dis, peut-être qui montent un cheval, qui montent un âne pour y aller porter, et pour apporter manger là, ils n'ont pas bénéficié de ça. Donc là, on a parlé d'inégalité. Il y a des analyses beaucoup plus scientifiques que nous sommes capables de faire encore pour montrer nous élargir l'inégalité de nous favoriser des types de subventions comme ça. Ce n'est pas facile, mais il faut communiquer, expliquer ça, variable ça. Et tout change, où tu commences avec, nous garder le déficit budgétaire là, où 53 milliards de gouttes, et qui provoque toute pression ça sur le marché local d'échange. Et peut-être que tu as obligé qu'on y a là, en général, tu as dit PIB plus les importations globales là, mais dans le début de l'émission, moi, pour ton variable là, qui est extrêmement intéressant pour un pays comme Haïti. Ça, c'est une analyse qui est intéressante qu'on fait là. PIB n'est pas seulement local, mais les autres bois, il faut ajouter variable ça, l'offre là permettre que nous survivions. Ça, il faut un bon crédit pour lui-même parce que son analyse qu'on fait qui montre que, pas négliger ça parce que c'est libre pour elle. Tout à fait. Et d'ailleurs, ma petite c'est très simple, c'est qu'en général, les enquêtes donnent que, en moyenne, les gens voient 10% de leurs revenus. Donc, si on a 3,6 milliards transferts répertoriés, en fait, le gouvernement a dit 4 milliards parce qu'il y a des transferts informels. Donc, si tu prends 4 milliards comme étant le chiffre plus ou moins magique, je dirais, des transferts de 2001, ça veut dire que les gens qui voulaient transférer ça, ils généraient lui-même 40 milliards. Or, pour l'économie, quand l'économie haïtienne a généré 13 milliards de gouttes de PIB, ou population, fraction population, ça, qui vivent à l'extérieur, qui vivent transfert, même pas de toute fraction, non? Parce que les gens qui vivent à l'extérieur, qui vivent naturalisés, qui ne pas vouer transfert. Ouais. Donc, on parle de fraction qui vouer transfert seulement, générer 40 milliards de PIB. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que 40 milliards, ça, faut dire, préférablement que les gens vivent à l'étranger, la générer 40 milliards, parce que s'il était en Haïti, il tape dans 13 milliards là. Donc, si nous mettons des conditions qu'on t'a parlé dans la deuxième partie, favorables pour que les Haïtiens travaillent à la CAD. Donc, nous avons droit à 40 milliards de dollars. Nous avons droit facilement à 40 milliards et je vais même plus loin. Wow. Dominique fait 92. Dominique fait 92. Dominique même fraction transféré à l'extérieur là. Même diaspora parle là. 10 milliards, c'est ça. Oui, 10 milliards. Ça veut dire qu'il faut ajouter 10 milliards ça à 92 milliards. Yes. Mais l'on ajoute 10 à 92, il boit 100. Donc, il augmente de 10% à peu près. Tandis que dans le cas d'Haïti, c'est l'inverse. On a généré 13 milliards et puis, les gens qui partent, on a généré 3 fois plus. Yeah. Ça, c'est encore plus grave. Or, techniquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si les gens ont un choix, normalement, côté fait travail correctement, s'il t'a généré PIB ça en Haïti, il t'a généré plus comme que 40 milliards. Là. Parce que si 40 milliards plus, il est dans aller. Mais pour le rester, m'imagine-vous, pour le rester, il faut pas mettre le goût emploi qui est préférable à l'emploi que le peut gagner de l'autre bord. Parce que l'autre bord, ce n'est pas parce que le plus content que ça. Non? Yeah. C'est parce que la mourir ici, l'autre bord. Mais si mon a été éduqué, écoutez, ou emploi, nos industries, peut-être que le cap touché plus que ça l'a fait là. Bon, naturellement, c'est d'un peut-être. Okay? Oui, mais avec des jeunes également qui pratiquent à l'étudier, qui t'a besoin de tourner tout, qui est en stand-by l'autre bord. Écoute, et je vais te dire mieux, dans l'histoire du monde, il va parler de 3000 ans d'histoire. Les démocraties qui ont réussi sont des démocraties où tu as une grosse classe moyenne. Mm-hmm. La classe moyenne est l'égalité des revenus. La classe moyenne est plus productive en général en matière politique que la classe riche. Vous comprenez pour ça? Parce que les riches en général ont tendance à pratiquer ce qu'on appelle la capture des élites. Elles ont tendance à devenir des gens peureux et des gens qui vont
essayer de conserver, ce sont des conservateurs. Est-ce que le gars qui a fait sa vie, qui a étudié en faculté, qui vient de nos côtés, les plus, et puis le plus jeune, les plus envie pays à changer et les plus qui ont tendance à contribuer à la gouvernance du pays. Ceci est vrai même aux États-Unis. Les États-Unis ont eu le succès qu'ils sont là parce qu'à la naissance des États-Unis, ils ont été un pays privilégiant l'égalité. Dans leur constitution. Et privilégiant, m'appelez un livre sur ça actuellement, privilégiant l'existence d'une classe moyenne. Maintenant, on a déjà perdu ça parce qu'il y a un conflit par eux. Mais pour construire une classe moyenne haïtienne, qu'est-ce que tu dois avoir? L'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. 83% des Haïtiens ayant un diplôme post-baccalauréat, c'est-à-dire premier cycle et plus, sont à l'étranger. Yes. Vous voulez renverser ça. Pour renverser ça, comment vous faire? Investir dans le secteur secondaire. Investir dans des industries qui ont besoin de chimistes, qui ont besoin d'ingénieurs. En plus, ils ont besoin d'avocats, ils ont besoin de médecins parce qu'il faut mieux soigner. Tu as besoin d'avoir une classe moyenne. Tu ne peux pas avoir de classe moyenne si tu ne pratiques pas la croissance par l'investissement privé. Et une troisième poule qui a augmenté de plus en plus. Les Haïtiens qui partent dans les années 60-70, qui aujourd'hui qui à la retraite. Et qui t'a maintenant trop content de venir ici. Venir ici et même investir parce qu'il y a un pile capitaux. Tu vois? Donc, sous des métiers qu'on y a là, des industries de santé, pour les gens qui sont dans le village, mais il y a un minimum ça. Donc, même toute opportunité qu'on a perdue dans ce sens. On a regardé combien de vols que la République dominicaine a programmés pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, 1000 vols en une semaine. Tu imagines? Donc, voilà des opportunités extraordinaires qui se retrouvent. C'est pour le futur, on a gagné. On est optimistes. Bon, on est un petit parler de l'international là, parce que nous ne pouvons pas vivre en bulle. Passionnant international. Il faut garder ce qui passe international là. Et je pense que 2 semaines de ça, on a préparé l'émission ça, ou des bagages différemment de semaine ça, parce que bon variable qui est les variants et au Américain qui viennent, qui changent jouette là. Alors, on est optimiste. Très. Mais quoi, c'est une belle nouvelle qui t'a gagné pour le monde. Expliquez-vous. Et ceci, provocateur tout. Je le dis avec beaucoup de lectures, beaucoup d'analyses où on est venu tous les docteurs. Omicron a une caractéristique qui de plus en plus se confirme. Il a une vitesse de propagation très rapide, donc il touche les gens rapide, mais il fait moins de dommages. Ça paraît rappeler un bagage. Le vaccin. Qu'est-ce qu'un vaccin? Si on inocule une petite dose de maladie, pour qu'elle génère un anticorps, pour qu'elle vienne plus solide pour résister. Or, qu'est-ce qui se passe avec le vaccin? Ce qui a jusqu'à dominer le monde cette année, ça a été en tout cas dans les pays développés, un pays comme les États-Unis, l'Europe et autres, pays qui développaient. C'est la rapidité avec laquelle on a produit des vaccins. Tout à fait. Mais quel problème que le monde gagne aujourd'hui? La résistance au vaccin. Il y a des gens qui ne prennent pas le vaccin. C'est ce qui fait que les variantes se forment. Donc, il y a eu, aux États-Unis, par exemple, une 50aine de millions de personnes qui ne prennent pas le vaccin. Mais Omicron vient sembler un vaccin parce que c'est un virus à propagation rapide, mais qui ne pas envoyer les gens à l'hôpital, qui bat une petite grippe. Vous comprenez? Donc, pour moi et pour certains grands spécialistes de l'épidémiologie, ils ont comparé Omicron avec un vaccin forcé. C'est-à-dire une série de gens qui ne veulent pas prendre un vaccin. Omicron prend parce que Omicron, c'est d'abord gratis et on ne peut pas résister. C'est-à-dire que si vous êtes en côté, vous avez un masque, ou pas prendre précaution dans les mesures barrières, etc., ou pas de vaccin, Omicron prend quand même. Mais là, le prend là, il ne peut pas tuer, mais là, fait en sorte que vous immunisez. Parce que vous pouvez gagner plus rapidement une immunité naturelle avec Omicron que d'après même avec le vaccin. Vous voyez la prédiction que je fais là? Absolument. En temps pour nous. Moi, ma prédiction, c'est que l'Omicron va remplacer le Delta, va remplacer d'autres variants du virus, et il va signifier la fin de la pandémie. Donc, vous prévoyez 2022? Je prévois que c'est la dernière année de la pandémie Covid. Je ne suis pas un épidémiologiste, je suis un jeune économiste. Pas un jeune. Donc, moi-même, je dis que c'est un bon bagage. Mais est-ce que qu'on y a pour nous entrer dans le camp économique là? Certainement, nous prenons le son. Nous ne pas faire même ça qui est passé en mars, avril 2020, pour fermer l'économie.
nous quitter l'économie. Parce que nous bouquons tout. Oui, nous ne sommes pas capables. Mais on va admettre tout que il y a un impact sur l'inflation. Il y a un impact sur l'inflation parce que nous ouvrons l'économie. Mais sur l'inflation, attention, soit regarder les prédictions du Fonds monétaire international, qui fait là en octobre, et qui pour moi-même valide jusqu'à présent. Inflation, ou gain un choc d'offres qui vient comme il y a eu des goulots d'étranglement, c'est-à-dire il y a eu des problèmes dans les transports, il y a eu une chaîne d'approvisionnement. Réactivation économique trop rapide, l'offre n'a pas suivi, ou vient gagner, qu'on y a une montée des prix. Mais montée des prix, ça, on veut pour l'inflation mensuelle. L'inflation mensuelle est en train de décroître. Donc, l'idée que j'ai, c'est que l'année va retourner à une inflation de 2%. Les prix seront plus élevés, mais ils ne vont pas continuer à augmenter au même rythme et tu vas retourner à une inflation normale. Donc, l'inflation a beaucoup plus été créée par le succès économique que par ce qu'on pense qu'est les stimulations fiscales. Oui, les stimulations fiscales ont joué un rôle parce qu'elles ont joué un rôle dans la reprise économique, dans le fait de remettre les gens au travail. Mais pour moi, ce choc d'offre est temporaire et il va y avoir un retour d'ici 12 mois à une inflation de l'ordre de 2 à 3%. Mais les banques centrales internationales, les plus grandes, sous forte pression, ils ont parlé de remontée des taux d'intérêt. Oui, mais remonter des taux d'intérêt, pour moi-même, ce n'est pas nécessairement le reflet d'une anticipation d'inflation galopante de 6-7%. Je pense que c'est une remontée qui tient compte du fait que quand tu as une remontée de l'économie réelle, tu ne peux pas continuer à avoir des taux d'intérêt de 0 ou de 1%. Le taux d'intérêt reflète la demande de capital par rapport à l'offre. Si tu n'as pas, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est normal qu'à un certain moment, que Fed n'a pas remonter de l'intérêt dans l'autre bord. Sans que ça ait une connotation négative. Pourquoi ce Fed t'a remonté taux d'intérêt s'il t'a dû une inflation anticipée de l'ordre de 7%, il faut que tu remontes à 8-9%, pas un monde qui a prédit ça là. Mais stock market là sensible à n'importe qui. Le stock market là en boom. Donc stock market là pas enregistré aujourd'hui, ça n'a pas là. Parce que pour stock market là enregistré, on monte tel des taux d'intérêt que tu as une récession, ou tu as anticipé, ou tu as ouais stock market là descend là, stock market pas descendre. Bon, tu remarques ça. Et tu as un boom aujourd'hui par exemple sur un côté comme Miami, au boom immobilier qui a continué. Même l'or qui en général reflète l'inflation, l'or n'est pas en croissance aujourd'hui. L'or est une valeur refuge qui reflète l'inflation. Le marché de l'or n'est pas en croissance. Pour nous montrer, depuis qu'il a parlé de l'économie à travers l'espace, la radio avant la télévision, 91, l'euro. Les prévisions qui ont été faites que l'euro pas survivre 20 ans après. Stiglitz. L'euro a une inertie naturelle là, c'est que nous avons peur qu'on y a que il a peur collapse, il a peur que si que nous essayons de pays quitter l'euro, que ça parle en catastrophe. La Grèce n'a pas laissé l'euro. Le Portugal n'a pas laissé l'euro. Il y avait les pigs à l'époque. Okay? Portugal, Italie et la Grèce. OK? Et l'Espagne. L'Espagne est en croissance actuellement. L'Espagne a fait un bon rebondissement. La Grèce n'est pas un pays super performant, mais la Grèce n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était à peine 2 ans. Donc moi, je ne pense pas... Je pense que l'euro a été une monnaie trop forte. Maintenant, il se trouve que les valeurs de l'Europe elle-même, les valeurs, et particulièrement dans l'industrie touristique, font que les gens continuent à consommer des biens européens et des services européens. Et le Covid a affecté, parce qu'il a affecté l'industrie du voyage qui est énormément influente dans ces zones-là, mais by and large, l'Europe a résisté. Et l'Europe n'a pas résisté autant que les États-Unis. Les États-Unis, pour moi, a été une économie plus flexible, qui a été plus performante aussi. Mais je dis, étant donné que les Américains eux-mêmes, ils ont pour moi-même beaucoup plus de préoccupations par rapport à leur système politique, je pense que l'Europe tient la route. On termine localement. Et l'année dernière, on va aller, nous demandons une petite prévision. Comme on est là, évolution pour les prochains mois, bon, mettons information qu'on entendait. Et le ministre des Finances a annoncé que recette est passé à 116 milliards de gouttes. 116 ou 118 et 116 118. Ouais. Je pense que c'est bon, en tout cas. C'est autour de ça qu'il prévoit. Comment on est que le dollar est capable dans les prochains mois?
les 3 premiers mois de l'exercice ont été des mois où, pour des raisons, à mon avis, liées à la situation pétrolière et au fait que l'État a dû soutenir énormément les pétroliers, et contrairement à l'habitude, l'État n'a pas baissé ses réserves. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Quand l'État permet aux producteurs d'avoir les devises sans aller sur le marché, parce qu'il y a toujours une peur que si les compagnies vont sur le marché, à un moment où il y a une surchauffe, ça peut provoquer une montée du change, donc une dépréciation. La Banque centrale a dit à ton micro que la majorité de cette intervention aujourd'hui, c'est pour donner des dollars aux compagnies pétrolières. Et ceci s'est fait avec pourtant une remontée des réserves. Les réserves, par rapport à ce qu'elles étaient en septembre, ont remonté de près de plus de 50 millions de dollars américains. Donc pour moi, ça veut dire qu'ils ont dû créer des gouttes pour acheter ces dollars-là. Et on le voit, puisqu'il y a eu 20 milliards de gouttes, 20 milliards de financement BRH, 20 milliards, pendant les 3 premiers mois. Mais je pense que la Banque centrale a montré qu'elle veut quand même protéger la goutte et la garder aux alentours de 5 gouttes. Donc pour le moment, elle a les moyens de le faire. Elle a les réserves plus élevées. Je pense que si elle veut le faire, elle va le faire avec une goutte quand même qui sera un petit peu surévaluée. Donc, ça ne va pas encore agir sur la compétitivité parce que le salaire minimum n'a pas encore augmenté. Mais le jour où le salaire minimum augmentera, on se rendra compte à ce moment que la goutte est surévaluée. Donc, je prédis que dans les prochains mois, il n'y aura pas de dérapage. Il y a un dérapage sur le marché parallèle, c'est vrai. Mais je pense qu'il sera la volonté des autorités monétaires de maintenir la goutte aux alentours de 100. Normalement, elle devrait être entre 115 et 120 aujourd'hui, d'après moi. Mais je pense que la volonté est là pour la garder. Et c'est possible. Ils ont les réserves pour ça. Et c'est ce qui va déterminer le taux de change. Ceci étant dit, tu as vu que le taux de change que j'avais prédit est arrivé. Pourquoi? Parce que j'avais prédit à l'époque, en utilisant l'image de ta veste, que le dollar officiel, le taux de change, n'était pas soutenable. À 60, et il est remonté là où il est plus soutenable. Vous avez prévu 103, 105 à l'époque. Voilà, chers amis, ça a été un plaisir d'avoir encore une fois Pierre-Marie Boisson. Comme j'ai dit, depuis 1991, on a fait l'émission ça régulièrement, 20 ans, pour discuter de ce qui a passé en Haïti et à l'extérieur. Donc, un grand merci à ce monsieur. Notre prochain rendez-vous, c'est avec France Duval, qui sera pour le 16 janvier. Et cette année, on aura encore 2 éditions additionnelles. Le 23 janvier, Robert Faton. Et on terminera le 30 janvier avec Harold Joseph Pierre et Jean-Michel Kawa. Ciao, à la semaine prochaine.